Bonsoir à tous. Le tour d'horizon de l'actualité de ce jeudi démarre tout de suite au palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu les lettres de créance des ambassadeurs d'Allemagne, des Pays-Bas, de Belgique, du Mexique, du Zimbabwe, d'Australie, de Pologne et du Sri Lanka. Le gouvernement est disponible à les accompagner dans l'accomplissement de leur mission. Assurance donnée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est parti pour la 11e édition de la CGEC Academy. Le vice-président Timoko Mélié Koné a procédé ce jeudi à l'ouverture de ce rendez-vous économique à Abidjan, Sofitel de Côte d'Ivoire. L'objectif du patronat ivoirien cette année est de proposer des pistes de solutions pour garantir la compétitivité des entreprises africaines afin de permettre leur croissance de manière durable. Et puis, célérité dans le travail, c'est ce que demande le Premier ministre aux entreprises impliquées dans les chantiers devant accueillir la Cannes 2023. Robert Begré-Mombé a effectué une visite terrain ce jeudi sur des chantiers routiers, à commencer par la voie menant de la prison civile au stade d'Ebimpe et le chantier du contournement de la ville d'Abidjan dénommé la Y4. Bienvenue à vous tous. Le chef de l'État Alassane Ouattara a reçu les lettres de créance de 8 ambassadeurs. Le président de la République les a assurés de la disponibilité du gouvernement ivoirien à les accompagner dans l'accomplissement de leur mission. Il a également exprimé sa volonté d'œuvrer à la consolidation des excellentes relations entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Awa Touré. La salle des pas perdus au palais présidentiel. Cérémonie de présentation des lettres de créance de 8 ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire au président de la République Alassane Ouattara. C'est l'ambassadeur d'Allemagne qui a ouvert la série des remises des lettres de rappel des sortants et des lettres de créance des nouveaux diplomates. Il va s'employer au renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l'énergie et de l'emploi jeune. On vient de financer, par exemple, dans le secteur de l'énergie, la première grande station solaire de la Côte d'Ivoire. Et on est très engagé, continu, avec un programme pour que la jeunesse trouve de l'emploi. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas sont au beau fixe. Le nouvel ambassadeur des Pays-Bas place sa mission sous le signe de la construction d'un partenariat gagnant-gagnant et durable. Les Pays-Bas ont récemment été le pays à l'honneur du salon agricole et ressources animales qui nous a permis d'accélérer et approfondir nos activités dans ce domaine. Le Royaume de Belgique est le 4e partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Il s'agit donc pour le nouveau chef de la diplomatie belge en Côte d'Ivoire de contribuer au développement des relations économiques ainsi que des échanges dans les secteurs de la culture et des sports. Ma mission est évidemment de renforcer les relations diplomatiques entre nos deux pays, relations qui sont déjà en fait très solides depuis 62 ans d'ailleurs. La Belgique est même le 2e investisseur européen ici en Côte d'Ivoire et donc nous avons vraiment des relations économiques très fortes. Avec 36 ans d'expérience diplomatique, l'ambassadeur du Mexique en Côte d'Ivoire veut renforcer les relations bilatérales. À cet effet, une mission commerciale est attendue en décembre à Abidjan. On va travailler sur le projet de coopération bilatérale, le renforcement des relations économiques. La promotion des accords de coopération, surtout dans les domaines de l'agriculture, au cœur du mandat du nouvel ambassadeur du Zimbabwe en Côte d'Ivoire. J'ai pu discuter avec son Excellence le Président de la République ce matin avant cette cérémonie. Il m'a exprimé son intérêt de renforcer davantage la coopération au niveau de l'agriculture, surtout au niveau de la production du blé. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Australie ont continué à se développer ces dernières années, notamment dans le secteur minier et des programmes d'aide directe au développement. Dans le secteur minier, une dizaine de sociétés australiennes continuent de fournir d'importantes opportunités de développement, de croissance, de revenus au gouvernement, mais aussi des emplois et de la formation professionnelle, et ceci à travers le pays. La Pologne, selon son nouvel ambassadeur, est présente en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années, notamment dans le secteur de l'automobile. Le diplomate polonais s'engage à rapprocher les secteurs privés des deux pays. La Pologne est présente en Côte d'Ivoire. Elle est présente d'un point de vue économique. L'une de nos entreprises qui produit des semi-remorques pour poids lourds est là depuis plusieurs années et s'occupe non seulement de la commercialisation de semi-remorques, mais aussi d'autres véhicules.
L'ambassadeur du Sri Lanka a pour sa part indiqué que son pays entend renforcer sa présence en Côte d'Ivoire à travers le développement des relations économiques. Nous sommes déjà beaucoup engagés dans l'Afrique de l'Est, surtout dans le domaine économique et des énergies renouvelables. Nous entendons faire la même chose ici en Côte d'Ivoire. Le président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations aux nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, avant de les assurer de la disponibilité du gouvernement à les accompagner dans l'accomplissement de leur mission. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, vous prenez fonction au moment où la Côte d'Ivoire réalise de grands progrès dans les domaines clés de la vie de la nation, notamment les domaines politiques, sociaux, économiques et sécuritaires, tout en poursuivant avec détermination ces efforts en vue de relever les grands défis contemporains au plan mondial. Sur le plan politique, la Côte d'Ivoire a organisé en septembre dernier, avec succès, des élections locales et sénatoriales. Ces élections qui se sont passées dans un climat apaisé ont enregistré la participation de tous les partis politiques significatifs de la vie politique de notre pays. Ces élections ont abouti au renouvellement du Sénat, la Chambre haute du Parlement, qui a élu son nouveau président, en la personne de Mme Kandia Kamisoko Kamara, précédemment ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. L'actualité politique est également marquée par la nomination d'un nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, précédemment gouverneur du district d'Abidjan, le 12 octobre, et la formation d'un nouveau gouvernement, le 17 octobre, qui a pour mission de consolider les performances enregistrées dans notre pays au cours de ces dernières années en matière de paix, de sécurité, de stabilité politique et de croissance économique et sociale. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme « Une Côte d'Ivoire solidaire », le gouvernement poursuit avec détermination la mise en œuvre du programme social du gouvernement qui permet une meilleure distribution des fruits de la croissance économique, notamment aux couches sociales les plus vulnérables, à travers la réalisation de projets dans les secteurs clés de l'éducation, la santé, la construction de logements, de routes et de logements sociaux, l'électrification, ainsi que l'adduction en eau potable. Et nous sommes fiers d'indiquer qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est quasiment entièrement électrifiée, et même tous les villages qui ont plus de 500 habitants ont reçu l'électrification. Le président de la République a par ailleurs souligné le caractère particulier des relations de coopération avec chaque pays accrédité avant de charger les 8 diplomates de transmettre à leurs chefs d'État et souverains respectifs ses cordiales salutations, de même que ses vœux de santé, de paix et de progrès. Il a souhaité aux nouveaux ambassadeurs plein succès dans l'accomplissement de leur mission. On quitte le palais présidentiel pour le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire qui accueille la 11e édition de la CGEC Academy. C'est le vice-président de la République, Timoko Melie Kone, qui a procédé à l'ouverture ce jeudi. Cette année, le patronat ivoirien porte la réflexion sur la compétitivité des entreprises africaines. C'est également le lieu pour les jeunes porteurs de projets de se mettre en évidence. Mama Traoré. Top départ de la 11e édition de la CGEC Academy. Désormais le plus grand rendez-vous annuel entre les fondateurs, les dirigeants d'entreprise avec les jeunes entrepreneurs. Pour la 2e année de suite, c'est le vice-président de la République, Timoko Melie Kone, qui ouvre les travaux au nom du chef de l'État. Les échanges durant ces 48 heures seront orientés vers la croissance durable des entreprises africaines, un thème lié à l'actualité des crises multiformes que connaît le monde.
L'écart entre l'Afrique et d'autres régions du monde, telles que l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine et les Caraïbes, est particulièrement important en ce qui concerne les piliers significatifs de l'environnement des affaires, à savoir la gouvernance, les infrastructures et le capital humain. Il l'est encore plus s'agissant de la taille des marchés. Pour une croissance durable des entreprises africaines, afin qu'elles créent davantage de richesses et d'emplois, il importe de faire des propositions pour éliminer les obstacles qui empêchent nos États et nos entreprises d'exploiter pleinement leur potentiel et de réaliser des progrès économiques pour une prospérité équitablement partagée. Pour concrétiser cette aspiration majeure de la CGEC Academy, le ministre du Commerce et de l'Industrie évoque les 4 défis majeurs à relever. Le premier défi est l'investissement dans l'innovation en vue de renforcer l'intégration des entreprises dans les marchés régionaux. Le deuxième défi est l'amélioration de la qualité. Le troisième défi représente le renforcement des capacités des entreprises, les PME, les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, à travers l'accompagnement et le financement. Le quatrième défi porte sur la digitalisation. La digitalisation représente de nos jours une opportunité pour les entreprises de développer la clientèle au niveau national et international. Par la voix du vice-président de la République, l'État de Côte d'Ivoire réitère sa volonté de faire du secteur privé le moteur de l'économie. En vue d'aider les entreprises à relever les défis de la compétitivité et de la transformation structurelle, les économies africaines doivent bénéficier d'un environnement favorable aux affaires, de formalités administratives simplifiées et d'un système juridique et judiciaire efficient. Elles doivent aussi bénéficier d'un égal accès à des services peu coûteux, tels que l'énergie et les transports, ce qui les aiderait à réduire considérablement les coûts des facteurs de production. Enfin, les entreprises africaines doivent pouvoir bénéficier d'un accès facilité au financement, à des infrastructures économiques modernes telles que les routes, les ports, les réseaux de télécommunications, et j'en passe. Autant d'éléments qui facilitent la production et la distribution des biens et services et, partant, le renforcement de la compétitivité des entreprises. Je voudrais assurer le patronat ivoirien et tous ceux qui ont choisi notre pays pour investir de la ferme volonté de l'État de Côte d'Ivoire et de les accompagner en poursuivant les réformes destinées à améliorer l'environnement des affaires. Autant d'efforts consentis en faveur d'une croissance durable, génératrice de richesses, créatrice d'emplois et de revenus pour nos jeunes et nos femmes. En marge de cette cérémonie, Tiemoko Meïlie Koné s'est entretenu avec Olusegun Obasanjo, Pedro Pires et Haïlé Mariam Desalegn, respectivement ancien président de la République du Nigeria, de la République du Cap-Vert et ancien Premier ministre de la République d'Éthiopie. Ces 3 personnalités sont les invités spéciaux de l'édition 2023 de la CGEC Academy. On reste avec Mama Traoré qui nous apprend que le Premier ministre a effectué une visite terrain ce jeudi sur des chantiers routiers, à commencer par la voie menant de la prison civile au stade des Bimpé et le chantier du contournement de la ville d'Abidjan dénommé la Y4. Robert Begré-Mambé souhaite que les délais soient respectés. Ces chantiers devraient s'achever avant la CAN 2023 en janvier prochain. Regardons. Fluide circulation au niveau de la zone industrielle de Yopougon. La conséquence de l'élargissement de la voie, elle est passée d'un format de 2 fois 2 voies à celui de 3 fois 3 voies dans chaque sens. Ce tronçon rénové et agrandi longe la prison civile jusqu'au carrefour Ndoutré dans la commune d'Abobo. Ici, les travaux en voie de finition ont généré un échangeur au-dessus de ce lieu très fréquenté. Fluidité assurée, les usagers s'en réjouissent. Quand on finit les travaux, je pense que ça va régler tout ce qui est bouchon, tout ce qui est ralentissement, tout ça. La route était trop rétrécie. Mais aujourd'hui, nous constatons un grand avancement, sincèrement.
Donc ça nous va trop. Bon, avant, en tout cas, c'était impraticable. On n'a plus peur de prendre les clients pour venir en d'autres en tout cas. Cet ouvrage, baptisé la sortie Est d'Abidjan, part de la zone industrielle de Yopougon et s'achève à la station de péage de Thomasé sur la route menant à Adzopé, soit une distance totale de 24 km dont les travaux d'aménagement ont été lancés en octobre 2020 par le président Alassane Ouattara. L'ouvrage permet de rallier plus aisément la commune de Yopougon à celle d'Anyama où se trouve le stade des Bimpé. Ce jeudi, le Premier ministre Robert Begré-Mambé vient constater le niveau d'avancement du chantier qui est de 98%. Les travaux sont en phase de finition. Le chef du gouvernement contemple l'échangeur du carrefour de Ndotré dans la commune d'Abobo avant de se rendre plus loin aux encablures du stade Alassane Ouattara des Bimpé où se dessine une intersection entre la sortie Est et la voie de contournement d'Abidjan dénommée la Y4. Cap est mis sur ce tronçon qui connaît à ce jour un taux de réalisation de 76%. Robert Begré-Mambé presse l'entreprise d'accélérer la cadence pour être fin prêt d'ici la tenue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que va abriter la Côte d'Ivoire. Sur la voie Y4 qui fait 26 km pour un montant de 120 milliards si on tient compte des indemnisations, les travaux sont avancés sur le premier tronçon. Le deuxième tronçon nous révèle qu'il y a 5 points critiques pour lesquels le ministre va faire des séances de travail avec l'entreprise adjudicateur de cette zone pour lui donner un délai au bout duquel il doit avoir terminé les travaux. Et je pense qu'au bout de 45 jours, c'est une exigence que nous allons imposer. Nous devons avoir fini les travaux de ce deuxième tronçon qui va faire jonction avec le premier tronçon qui lui est suffisamment avancé. La Y4 assure la jonction entre la commune d'Anyama et le boulevard Mitterrand au niveau de la Riviera 3. Au Sénat, le calendrier de travail couvrant la période du 26 octobre au 19 décembre 2023 a été adopté. Les sénateurs n'attendent plus que les membres du gouvernement. Kader Sogodogo. La deuxième législature du Sénat est en train d'atteindre progressivement la vitesse de croisière souhaitée. Elle vient de se doter de son tout premier calendrier de travail. Il couvre la période du 26 octobre au 19 décembre 2023 et prévoit l'examen d'une proposition de résolution et de 16 projets de loi, dont 3 portant sur le budget de l'État de Côte d'Ivoire. Au cours de ces travaux, nous allons examiner plusieurs projets de loi, notamment le projet de loi portant statut du corps diplomatique, le projet de loi portant statut général de la fonction publique, le projet de loi portant code de l'environnement, le projet de loi portant code de l'eau et le projet de loi portant code de l'hygiène et de la salubrité. Donc, en plus de ces projets de loi, nous allons examiner 3 projets de loi de finances, notamment le projet de loi portant règlement du budget 2022, le projet de loi rectificatif du budget 2023 et le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024. Le Sénat entend tout mettre en œuvre pour accroître le capital confiance avec les populations. Je voudrais rassurer que le Sénat, que l'institution du peuple de Côte d'Ivoire, demeurera au service justement des populations ivoiriennes et le Sénat va contribuer significativement à l'amélioration de la qualité de vie des populations ivoiriennes. Et tout cela en faveur du bien-être de nos populations, en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos populations, évidemment en faveur de l'émergence de notre beau et grand pays, la Côte d'Ivoire. C'est Anne Désiré Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique, qui va ouvrir les débats le 7 novembre prochain avec le projet de loi portant statut de la fonction publique. L'émissaire du président de la République sera face aux sénateurs, membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. Le patron de la Chambre basse du Parlement est de retour de Luanda, où il a participé à la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire. Avant son départ d'Angola, Adama Bictogo a rencontré la communauté ivoirienne. Michel Digré. L'hymne national de Côte d'Ivoire chanté à l'unisson, intense moment de communion entre la délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale et les Ivoiriens vivant en Angola. Ils sont environ 3000
et ont réussi à s'intégrer dans ce pays aux multiples opportunités. Parmi nous, vous avez des chefs d'entreprise, des commerçants, des artisans, des agriculteurs et j'en passe. Tous sont parfaitement intégrés dans la société angolaise. Réunis au sein d'une association, nous essayons avec l'appui de notre ambassadeur de créer et de maintenir l'esprit de fraternité et de solidarité. Le chef d'orchestre de cette cohésion au sein de la communauté ivoirienne est l'ambassadeur Jean-Marie Sommet. Notre travail ici depuis bientôt 2 ans a été de rassembler les Ivoiriens sur un leitmotiv. Solidarité des Ivoiriens, se connaître les uns les autres. Cela n'a pas été facile. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui est un sentiment de fierté. Fierté parce que la Côte d'Ivoire se retrouve. La Côte d'Ivoire solidaire aux 4 coins du monde, ce grâce au leadership du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est en pleine transformation grâce à la vision du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est sur le chemin du renforcement permanent de la cohésion sociale, de la stabilité. Et tout cela doit se faire par tous les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent. Ce n'est pas parce que vous êtes en Angola que la Côte d'Ivoire n'est pas votre préoccupation. Et je l'ai senti. Même ici, j'ai vu comment nous avons chanté l'hymne national ensemble. La fierté ivoirienne, la fraternité ivoirienne. Et partout où nous sommes, nous devons garder cette fierté d'appartenir à la Côte d'Ivoire. L'amour pour notre patrie, cette Côte d'Ivoire que nous aimons tant, tous, forte de sa diversité. C'est cette Côte d'Ivoire-là qui aujourd'hui s'est exprimée à travers vous. Un bain de foule avant de se quitter. La dernière visite officielle d'une haute autorité ivoirienne en Angola remonte à 30 ans. Retour en Côte d'Ivoire, on connaît la date de reprise des élections locales dans certaines zones après annulation du Conseil d'État. Le 2 décembre prochain, date retenue par la Commission électorale indépendante CEI. La campagne électorale va se dérouler du 24 au 30 novembre prochain. Angela Diallo, Alexis Ouedraogo. La date pour la reprise des élections des conseillers municipaux et régionaux enfin connue. Dans les communes de San Pedro, Oumé, Tiasalé, Goïtafla, Ferkesedougou, Kumbala, Dabakala, Kwibli, Sarala et dans la région du Guémon, les élections vont se tenir le 2 décembre prochain. Le Conseil d'État a ordonné la reprise des élections dans les circonscriptions suscitées, en plus des communes de Kwibli et Sarala et de la région du Gaumont, où la commission électorale n'a pu proclamer les résultats pour diverses causes ayant entaché la sincérité du scrutin. Ainsi, les collèges électoraux sont convoqués le samedi 2 décembre 2023 en vue des élections des conseillers régionaux de la région du Guémon et des conseillers municipaux des communes de San Pedro, Oumé, Tiasalé, Kwibli, Goïtafla, Ferkesedougou, Kumbala, Dabakala et Sarala. La campagne électorale des dites élections se déroulera du vendredi 24 novembre 2023 à 0h au jeudi 30 novembre 2023 à minuit. C'est le 2 septembre dernier que les élections des conseillers municipaux et régionaux ont eu lieu sur toute l'étendue du territoire. Après l'annulation du scrutin dans 10 localités, les articles 172 et 201 du Code électoral prescrivent l'organisation de nouvelles élections dans le délai de 3 mois suivant cette annulation. On en vient à la rentrée de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. 700 stagiaires composés en majorité de juges antiterroristes, policiers, gendarmes et militaires vont suivre des cours pendant plus de 60 semaines. Walter Amadou Ouattara. Bouleversement géopolitique et terrorisme en Afrique de l'Ouest, c'est le thème de l'année académique 2023-2024 de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme.
De nouveaux modules sont au programme de l'enseignement. Notamment la judiciarisation. On a le dialogue force de défense et population civile dans un environnement perméable au terrorisme. Il y a les hauts fonctionnaires des États qui sont formés, tels que les magistrats, les préfets et puis les officiers supérieurs des armées. C'est la direction de la coopération de la sécurité et de la défense en France qui réceptionne les dossiers des stagiaires et qui envoie effectivement aux différents États. Et à ce moment-là, nous recevons des stagiaires ici. La prise en charge, elle est totale au niveau de l'académie. De 323 stagiaires en 2022, ce nombre est passé à 700 en 2023. À travers cette attractivité, les dirigeants de l'école veulent davantage renforcer leur vision. Cette dynamique se poursuivra avec 65 semaines de stage qui sont programmées en 2024. Ainsi, ont été ouverts de nouveaux stages qui sont proches des réalités du terrain. Il s'agit entre autres du traitement et de la prévention de la radicalisation en détention, de la lutte contre la radicalisation en ligne, de la prise en charge des victimes du terrorisme, du renforcement des liens entre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité. Au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le directeur de cabinet du dit ministère, se félicite des acquis et de l'évolution de l'envergure internationale de cette académie. En effet, après seulement, on va dire, 2 années de fonctionnement, d'existence, ce sont des dizaines de formations qui ont pu être délivrées au profit d'environ 1000 stagiaires venus de tous les continents. Je voudrais me réjouir avec vous de l'augmentation en nombre et en qualité des contributeurs et des partenaires de l'AICT avec l'arrivée des 3 nouveaux membres que sont l'Allemagne, les Émirats arabes unis et le Danemark. L'AICT consolide ainsi son caractère international et sa gouvernance. 2 exposés et une conférence liées au sujet. État, société, institutions républicaines, à l'épreuve des crises émergentes, le cas de l'Afrique, ont permis à l'assistance composée de forces de défense et de sécurité, ainsi que de nombreux étudiants, de mieux appréhender la question de la lutte contre le terrorisme. Des jeunes également à l'écoute de leur ministre de tutelle, Mamadou Touré a exposé sur les acquis du programme jeunesse du gouvernement. C'était lors d'une rencontre avec les jeunes issus de partis politiques et de la société civile au plateau. Didier Nguessan. Au 4e et dernier trimestre de l'année dédiée à la jeunesse, plusieurs programmes ont été mis en œuvre au bénéfice des jeunes. À cette rencontre entre le ministre Mamadou Touré et les organisations de jeunesse issues des partis politiques et de la société civile, les opportunités ont été présentées aux jeunes qui entendent les saisir. Nous avons donc entrepris la création d'un comité de suivi qui allait donc se conformer aux actions du programme jeunesse du gouvernement, mais également se rassurer que les engagements qui ont été pris par les dirigeants sont suivis sur le terrain. Et à compter de la semaine prochaine, cela sera mis sur pied pour plusieurs actions pour le bonheur donc, de la jeunesse citoyenne. Accompagnement à l'apprentissage ou au stage, financement d'activités commerciales et de projets communautaires, autant de dispositifs que déploie le ministère de la Promotion de la Jeunesse. Nous avons décidé de les accompagner aussi dans le cadre de la mise en œuvre du suivi de ce programme. Nous avons pu mobiliser auprès de nos partenaires près de 300 millions de francs CFA pour appuyer l'ensemble des enseignants de jeunesse dans le cadre d'une plateforme de suivi du PJGOU. J'ai rappelé aussi que le PJGOU, c'est vrai 2023, mais c'est un programme qui a été conçu sur 3 ans et donc ils devront anticiper aussi dans la réflexion sur ce qui sera mis en œuvre dans le cadre du PJGOU pour l'année 2024. Il est annoncé la mise en place d'un comité de suivi et évaluation des programmes. Et pour que le marché de l'emploi accueille aisément les jeunes sortis fraîchement des centres de formation, il y a de la réflexion. À Cocody, le ministre Kofi Nguessan a convié les acteurs impliqués pour un enseignement de qualité. Issa Tchonayeo. Allier la pratique à la théorie, c'est désormais une exigence au niveau de la formation des jeunes dans l'enseignement technique et professionnel. Cette exigence est au cœur d'une rencontre des experts du secteur au site fort à Cocody afin de donner une meilleure visibilité à l'adéquation formation-emploi. Le vaste chantier de réhabilitation et de révalorisation de nos systèmes
ne pourrait être une fin en soi que si les formations dispensées dans nos établissements sont en adéquation avec notre dispositif d'évaluation pour répondre à un marché du travail de plus en plus compétitif. Nous ne faisons que renchérir l'idée selon laquelle toute formation ne s'apprécie ou ne se mesure qu'à l'aune des systèmes d'évaluation ultra sélectifs. Pour le ministre Kofi Nguessa, la réforme de l'enseignement technique et professionnel est plus que d'actualité. Nous allons entreprendre des réformes profondes dans notre secteur, de sorte que les jeunes viennent non seulement apprendre le métier, mais puissent l'exercer parce que le maîtrisant. La théorie en maçonnerie, c'est quoi? C'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Donc on veut le voir en train de construire un mur, en train de construire une maison, quelque chose de pratique. On veut prendre un jeune qui fait la cordonnerie, on va le voir en train de fabriquer une chaussure, en train de fabriquer une ceinture, mais c'est des choses pratiques. Les professionnels du secteur attendent beaucoup des conclusions des travaux de cet atelier ouvert le mardi pour prendre fin ce vendredi 27 octobre 2023. En bref, en image, à l'initiative de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA, plusieurs acteurs du numérique en Côte d'Ivoire, dont des blogueurs, des activistes et des influenceurs, ont signé la charte dite des réseaux sociaux de Côte d'Ivoire ce jeudi au plateau. Cette charte est un engagement collectif en faveur de la diffusion de contenus responsables sur Internet. Elle définit les principes qui guideront vos actions dans l'univers numérique. La charte des réseaux sociaux est donc un appel à la responsabilité, à la transparence et à l'éthique, a déclaré René Bourgoin, le président de la ACA, à l'endroit des signataires. Les journalistes ivoiriens de la presse étrangère en Côte d'Ivoire ont rendu hommage ce jeudi à Jean Hélène, journaliste de Radio France Internationale, assassiné il y a 20 ans à Abidjan. Didier Nguessan. Disparu il y a 20 ans, Jean Hélène est plus que jamais présent dans la mémoire de ses pairs. Les journalistes, parents, amis et connaissances rendent un hommage à l'ancien correspondant de RFI en Côte d'Ivoire, disparu tragiquement le 21 octobre 2003 à Abidjan. Une gèbe de fleurs est posée sur le lieu où son corps a été retrouvé. Avant cette procession, les anciens collègues ont témoigné sur la vie professionnelle du défunt. Il y a 10 ans, les autorités ivoiriennes ont choisi de décorer Jean Hélène de l'Ordre national à titre posthume. Le frère de Jean, Thierry Baldensberger, a reçu cette distinction des mains de la grande chancelière d'alors, Madame Henriette Diabaté. La presse étrangère en Côte d'Ivoire se satisfait de l'amélioration actuelle d'un environnement de travail sécurisé pour les journalistes. Cette cérémonie souligne l'importance que nos États devraient accorder à la sécurité des professionnels des médias et à l'accès libre à l'information dans nos sociétés démocratiques. Jean Hélène était ce jour-là aller chercher l'information, avoir accès à l'information. Le ministère de la Communication travaille à garantir la liberté de la presse. Qui note que l'environnement s'est beaucoup amélioré, même si nous sommes d'accord avec elle qu'il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne surtout l'accès à l'information publique. L'assassinat de Jean Hélène nous interpelle tous et nous rappelle que la liberté de la presse peut coûter un lourd tribut. Pour lui et pour tous les journalistes morts dans l'exercice de leur métier, nous devons veiller sur la liberté de la presse et le droit à l'information. Chacune et chacun d'entre nous doit être le gardien de ces valeurs fondatrices de la démocratie. 96 journalistes ont été tués dans le monde en 2022, selon l'UNESCO. 36 autres ont été assassinés depuis le début de l'année 2023, selon Reporters sans frontières. Merci à vous tous de votre attention. Dieu nous garde en vie et en bonne santé. Bonsoir.